Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Voilà, notre rendez-vous ce soir pour analyser les questions d'actualité. Parce que vous savez que c'est ici, en tout cas, qu'on réfléchit objectivement. En tout cas, pas ailleurs, c'est ici. Si vous voulez comprendre comment votre pays se gère, c'est ici. Si vous voulez comprendre les avis de vos acteurs politiques, ceux qui gèrent le pays, c'est ici. En tout cas, pas ailleurs. C'est comme ça que nous avons initié cette émission qui passe chaque jour. Alors chaque jour, 20h30, 22h30, 7h30, 12h30 et 17h, chaque jour. Cela pour vous permettre de comprendre comment les acteurs politiques réfléchissent sur leur nation. Ce soir, nous recevons pour vous Daniel Monanteba, le premier secrétaire national du Parti socialiste, parti allié à l'UNC, membre du CACH. Il est mandataire, administrateur à la société commerciale des transports et ports, ex-Onatra. Et voilà, c'est avec lui que nous allons échanger ce soir. Bonsoir Daniel Monanteba. Bonsoir M. Pascal. On les retrouve aujourd'hui après beaucoup de temps. On ne s'est plus vu ou on n'a plus été ensemble sur le même plateau. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui à un moment où vous étiez habitués de nous voir. Chaque semaine pratiquement, son identité m'était collée, mon identité lui était également collée. Mais à un moment, on n'a pas été ensemble. Mais je constate en même temps que Daniel Monanteba n'est plus trop fréquent sur les plateaux de télévision comme il le faisait par le passé. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai toujours eu pour principe, comme un autre d'ailleurs, que ça ne sert à rien de s'exprimer quand on n'est pas sûr que nos mots valent mieux que notre silence. Je préfère rester silencieux quand il le faut et ne m'exprimer que quand mes mots deviennent plus percutants et plus valeureux que mon silence. Voilà. Avec Daniel Monanteba, on va échanger sur quelques points. Le premier, c'est un rapport avec le mini-sommet annoncé déjà par le Conseil du gouvernement. Mini-sommet qui sera organisé par la République démocratique du Congo à la tête de son président de la République avec d'autres présidents des pays voisins, entre autres l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, également l'Angola. Nous estimons qu'ils vont réfléchir sur la problématique de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, substantiellement dans nos frontières. 650 millions de dollars américains logés dans les différents comptes, les sous-comptes, au moins 52 sous-comptes. Et alors qu'on aurait dû loger cet argent dans le compte du Trésor public. Voilà, c'est de cette façon que nous imaginons un peu comment le pays a été géré. Alors on continue la réflexion à qui appartenait finalement à ces 52 sous-comptes. Question de la SCTP, vous aviez suivi également le gouvernement s'opposer aux ports illégaux. Alors maintenant nous recevons l'un des cadres de cette société qui va nous dire l'appréciation finalement de l'ex-Onatra sur cette position du gouvernement qui s'oppose, bien entendu, aux ports illégaux. Je crois, c'est une idée pour l'Onatra parce qu'il faudrait qu'on sauve cette société. Forum sur les réformes de la Commission électorale nationale indépendante. Le débat a été engagé. On a suivi les points de vue des différents acteurs politiques. Aujourd'hui, c'est le premier secrétaire du Parti socialiste qui va aussi donner le point de vue de son parti sur cette question qui intéresse les Congolais parce que nous partons de l'expérience de 2006, 2011 et 2018. Nous voyons comment les élections ont été organisées. Est-ce qu'il faudrait maintenant penser organiser les élections de 2023 dans les mêmes conditions où le Parti socialiste a une autre lecture? Nous aurons ce point de vue. L'autre question, c'est en rapport avec l'assassinat de Floribert Chebeya, assassiné depuis 2010. On a tergiversé, on a entendu le procès, le vrai procès qui n'a pas eu lieu. Et finalement, on venait d'arrêter Christian Ngoyi, rapatrié à Kinshasa. On attend maintenant Paul Milambwe, lui aussi, parce qu'il fait trop de déclarations à partir du Sénégal, là où il reste aujourd'hui, pour qu'enfin on ait un procès clair sur cet assassinat de Floribert Chebeya et son beau-frère Bazana. Programme d'urgence de 100 jours. On nous apprend déjà plusieurs conteneurs des maisons préfabriquées arrivées au port de Lobito. D'autres étaient aussi ici à Matadi. Bon, nous pensons que les choses pourront évoluer autrement, surtout que le procès est au second degré, parce que finalement, les maisons préfabriquées sont déjà ici en République démocratique du Congo. Ça pourra
redonner une autre lecture sur la première condamnation à partir du moment où nous avons des preuves qu'effectivement il y a eu achat des maisons préfabriquées. Nous recevons, comme nous avons dit, Daniel Monanteba, membre du CACH, son parti fait partie du CACH, son parti allié à l'UNC. L'UNC qui, son président, est aujourd'hui dans les mauvais draps, du fait qu'ils sont en prison, malades. Qu'en est-il de la santé de Vital Kamerhe aujourd'hui, Daniel Monanteba? Vous êtes la bouche autorisée. Vous avez dit, il est malade. Tout le monde le sait. Je ne tiens pas à entrer dans une polémique vaine et stérile qui pourrait donner de l'eau au moulin à des personnes de mauvaise foi. Je ne voudrais pas non plus me lancer dans le développement de choses dont je ne maîtrise pas non plus tous les paramètres. Tout ce que je sais, c'est qu'il est malade. Il est vraiment malade. Ce n'est pas une blague. Il est vraiment malade, mais j'ai décidé, moi, dans ce qui concerne ce volet-là de l'affaire, de m'en remettre au Tout-Puissant, afin que lui seul puisse étendre sa main sur Vital Kamerhe et le remettre sur pied. Le politique ne pense à Dieu que lorsque il est dans des conditions comme celle de Vital Kamerhe aujourd'hui. Hein. Vous pensez à Dieu maintenant? Ben, c'est votre point de vue peut-être, mais je sais qu'en ce qui me concerne, c'est tous les jours qu'on met Dieu au centre de nos vies. Mais vous dites bien, les politiques, qu'attendez-vous des politiques? Ben, qu'ils tiennent un discours politique et non pas qu'ils viennent chaque jour vous rappeler qu'ils ont rendu grâce à Dieu pour X chose ou X chose. Non, rendre grâce à Dieu, ça se fait dans le secret de son cœur. Et là, je le fais parce que nous sommes à la télévision, mais ce n'est pas la seule occasion pour laquelle j'ai... Alors, quelles sont vos relations aujourd'hui avec vos partenaires? Je vais voir ici l'UDPS et ses alliés. Est-ce que vous êtes en parfaite relation? Ou bon, après l'arrestation de Vital Kamerhe, vous dites ça ne va pas? Non, ça dépend de quelle relation Relation politique, parce que vous composez le CACH pour la gestion du pays, bien entendu. Ben justement, les relations se limitent aujourd'hui à des relations politiques. Des relations politiques parce que nous sommes tous issus au sein du CACH. Et à ce titre-là, le CACH n'est pas mort. Vous voyez que le CACH continue à fonctionner, même si parfois... là, je parle pour moi, personnellement, il m'arrive de me poser des questions sur le bon fonctionnement du CACH et puis surtout sur la survie du CACH. Il y a des choses qui ne marchent pas. Je ne dirais pas qu'ils ne marchent pas, mais il y a des choses qui me semblent... Qu'est-ce qui vous empêche de bien arranger et bien avancer finalement? Parce que la population, le peuple congolais attend trop de vous aujourd'hui. Oui, le peuple congolais attend beaucoup, attend énormément de ses acteurs politiques, de ses fils en général, qui sont à même de pouvoir passer leur temps dans la réflexion sur la résolution des problèmes des Congolais. Mais ce qui me choque un peu, c'est que j'ai l'impression parfois qu'on est très distrait par des débats, des sujets qui n'en valent pas la peine et qui au fond, ne vont pas dans le sens d'améliorer le bien-être. Alors, le premier secrétaire du Parti socialiste, vous êtes au pouvoir, votre parti fait partie du CACH, une année et quelques mois que vous êtes au pouvoir. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont vous avez géré le pays depuis que vous avez obtenu le pouvoir aujourd'hui? En toute vérité. En toute vérité? Non. Ah, pourquoi? Parce que je viens de vous le dire. Alors, allons-y. Vous savez, on a la constaté. Je dois dire la vérité. Je ne suis pas ici pour faire du cinéma ou pour arrondir les angles, pour faire plaisir à qui que ce soit. La réalité est celle-là. Nous aurions pu faire beaucoup mieux. Et je viens de vous le dire ici. Le drame, c'est que très souvent, nous avons été distraits par des débats qui n'en étaient pas. Quelle était la finalité? Parfois, nous nous sommes lancés à corps perdu dans des combats qui n'en valaient pas la peine, qui nous ont distraits. Dieu merci, l'essentiel a été fait, c'est-à-dire l'impulsion a été donnée. Dans tout cela, personne ne peut remettre en question la bonne foi du président de la République, sinon ce serait faire preuve de cruauté mentale. La bonne foi est là, la volonté y était, mais très souvent, nous qui avons été là pour relayer
son action et pour lui donner une impulsion encore plus forte. À différents niveaux, je dois reconnaître que nous avons failli. Quand je dis nous, il ne s'agit pas de moi personnellement, mais nous qui sommes censés nous retrouver autour du chef de l'État pour l'aider à faire avancer le pays. Nous avons quand même un peu échoué. Vous aviez échoué alors, en d'autres termes? Nous avons failli dans notre mission de l'aider à impulser correctement. On vous oppose les arguments. C'est effectivement l'OFCC, et c'est là aussi je ne comprends pas, parce que l'OFCC a la majorité au gouvernement, la majorité à l'Assemblée nationale, c'est l'OFCC qui gère pratiquement. Mais l'OFCC vous oppose et l'argument dit que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Vous aviez beaucoup critiqué, mais aujourd'hui, pour prouver le contraire, vous ne parvenez pas à prouver le contraire. Est-ce qu'il a raison? Non. Comment est-ce que le FCC pourrait avoir raison sur ce point-là? Il n'a pas du tout raison. Le FCC lui-même le sait. Lorsqu'il fait ce genre de déclaration, il sait l'idée qu'il a derrière la tête. Une chose est sûre, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne le Parti socialiste, nous avons cessé de vivre dans la diabolisation. Nous avons, nous, Parti socialiste, pour leitmotiv, de toujours nous assumer. Et c'est ce que nous essayons de faire. Il est vrai aussi que c'est devenu trop facile de prendre le FCC pour la victime idéale. Nous devons pouvoir nous assumer. Dans nos échecs, dire oui, nous avons échoué. Mais lorsque c'est le FCC, il faut pouvoir le dire aussi. Parce que, comme on le dit, le FCC a beau dire que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Mais le FCC n'a pas eu à agir dans une alternance. Le FCC n'a pas eu à agir dans Mais lui profite aujourd'hui de vos erreurs. Oui, mais quand ça ne marche pas, c'est normal. En politique, on vous attaque. Non, mais c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas, moi, Daniel Monateba, dans la logique de la victimisation. Me victimiser face au FCC. Dire que tout le mal, c'est le FCC. Parce que le FCC a passé 18 ans à dire que tout le mal, c'était Mobutu. Mobutu a passé 32 ans à nous dire que le mal, c'était les Belges. Et pour finir, lorsque vous ne faites que vous retourner pour prendre les tares du passé en exemple, vous dites la distraction dont je parle. Distraction dont vous parlez, autre élément de distraction, je ne sais pas si on peut parler de distraction, on peut prendre au sérieux, le débat aujourd'hui sur la possibilité de la destitution du chef de l'État, sur la question, dernièrement ici, des ordonnances publiées nommant les magistrats, les hauts magistrats, surtout à la Cour constitutionnelle. Vous avez suivi le professeur Théodore Ngoï, ensemble avec Martin Fayoulou, revenir sur la question, estimant qu'il y a possibilité de le traduire en justice à partir du moment où il a violé la Constitution. Est-ce que ce débat vous achante aujourd'hui? Mais écoutez, pour finir avec la dernière question, pour ne pas laisser la chance au FCC de rebondir sur mes propos, le FCC dit que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Ouais. Mais le FCC pourrait le dire s'il nous laissait agir en toute liberté. Nous sentons des pesanteurs. Le FCC fait tout ce qui est en son possible. Ça peut être de bonne guerre en politique lorsqu'on a l'idée de revenir au pouvoir, mais la manière de le faire n'est pas la bonne parce qu'aujourd'hui, tous les actes posés par le FCC en vue de freiner l'action du chef de l'État sont des actes qui poussent la population au bord de la rupture et au bord de la révolte. Je crois que le FCC doit faire preuve aujourd'hui de bonne foi. Démontrer à la face du monde et des Congolais en particulier que c'est moi qui bloque, qu'il laisse ses partenaires travailler et que nous pouvons travailler dans la vision du chef de l'État. Comme eux considèrent avoir réussi pendant 18 ans, ils ont travaillé sous la vision de l'ancien chef de l'État. Qu'ils en fassent de même. Et en ce moment-là, si nous échouons, ils pourront parler. Et quand je dis nous, c'est pas nous cash, c'est nous, coalition FCC cash. Parce que nous sommes dans le même bateau. Encore qu'ils ont la majorité au gouvernement, ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Alors la question de la probable violation de la Constitution par le chef de l'État, la probable mise en accusation, si effectivement il aurait violé la Constitution, et Martin Fayoulou, Théodore Ngoï, Mondo Créneau estime qu'il faut saisir finalement la Cour constitutionnelle pour qu'elle tranche. Distraction. Je viens de vous parler de la distraction qui nous empêche de travailler. Parce que là, on se lance dans le débat. De destitution ou pas, du chef de l'État. Et les gens oublient qu'il faut produire.
Les gens oublient qu'il faut travailler. Nous sommes distraits par un débat qui ne devrait pas en être un. Une chose est sûre, Martin Fayulu et Théodore Ngoï ont lancé un concept. Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, commencer à insulter Fayulu ou insulter Théodore Ngoï pour la simple raison qu'ils ont décidé de réfléchir. Parce que c'est ça le vrai problème. C'est une réflexion scientifique. C'est-à-dire, Théodore Ngoï et Martin Fayulu ont décidé de réfléchir. Bien ou mal, là n'est pas la question. La vraie question, c'est qu'en face, nous devons, nous, du cash aussi, nous, protecteurs du chef de l'État, mettre en place des éléments et des arguments à même de détruire et de démolir les arguments de Martin Fayulu et Théodore Ngoï. Mais on ne doit pas élever ce débat à un niveau qu'il ne mérite pas. Martin Fayulu et Théodore Ngoï ont le droit de réfléchir. Ils ont le droit de lancer les concepts qu'ils veulent. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas un débat qui doit se faire dans les médias ou à la télévision. C'est un débat pièce contre pièce. La pièce, c'est des arguments juridiques, des arguments constitutionnels. Et nous, du cash, nous leur apposons des arguments juridiques, des arguments constitutionnels. Mais en fin de compte, pourquoi allons-nous nous agiter et être distraits par rapport au travail que le Congo attend de nous? Parce que c'est ça maintenant. Tout le monde insulte tout le monde. Il n'y a aucune réflexion. Mais c'est que le Congo attend de vous. Le Congo ne sait pas comprendre, ne sait pas saisir. C'est qu'il devrait attendre de vous. Ça ne marche pas, Daniel Monanteba. Allons-y secteur par secteur. La sécurité à l'Est. Vous-même, vous avez pleuré. Si on avait l'ancienne image, on pourra publier. C'était avec moi sur le même plateau, sur la question des bénis, où vous aviez donné une métaphore, où on coupait les enfants la tête et leurs parents liés, ils ne devraient pas faire autrement. Mais la même situation continue, pas longtemps qu'avant-hier. Il y a une incursion dans une ville. Les milices sont entrées. L'insécurité est toujours là, à l'est du pays. Bon, peut-être avec l'annonce finalement du chef de l'État pour qu'on organise un mini-sommet qui va réunir les différents chefs d'État des pays voisins, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, l'Angola. Peut-être c'est de là que sortira la solution. Mais jusqu'ici, rien n'avance, Daniel Monanteba. Réponse déjà à ce point-là. Vous avez dit de la question avant, le FCC détient le Parlement, la majorité au gouvernement. Donc aujourd'hui, logiquement, si nous arrivons à 2023, dans le schéma actuel de l'alternance, où le FCC a 65, le cash 35, le premier responsable de l'échec de la gestion de ce pays, ce sera le FCC. Le FCC doit faire attention, il doit faire en sorte de nous aider à réussir pour que nous puissions enfin partager un bilan commun. En cas d'échec de la coalition FCC-Cash, le bilan sera commun au FCC et au cash, sauf que le FCC aurait une responsabilité supérieure au cash, puisque le FCC a une représentativité supérieure à celle du cash. Ça, c'était juste pour clore cette question. Mais il y a aussi le ministère de la Défense et la primature, qui devrait jouer un jeu plus important sur la question de la sécurité à l'Est aussi. Mais justement, ils pourront nous imposer le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce n'est pas ce débat. Là, je dis juste qu'en termes de pourcentage de responsabilité, en cas d'échec de la coalition FCC-Cash en 2023, le FCC aura 65% de part de responsabilité, le Cash n'en aura que 35%. Au peuple maintenant de voir en 2023 à qui ils vont confier le pouvoir aux prochaines élections. À des gens qui ont été responsables à 65% de leur échec et de leur malheur, ou à ceux qui ont été coupables à 35%, sans compter que nous devons surtout faire attention de ne pas mettre en place ou aider à mettre en place la théorie cette situation de l'insécurité à l'Est, Daniel Monanteba, je ne veux pas que vous puissiez pleurer comme vous aviez pleuré la fois passée. Ça ira jusqu'à quand? Je pleure tous les jours sur cette situation. Sauf que mes larmes sont intérieures. Votre vidéo là a fait le tour du monde. Je ne voudrais pas que ça se fasse encore cette fois-ci. Mais au moins, jusqu'à quand la solution? Vous parlez de l'insécurité à l'Est. Ce drame de Béni a commencé en 2014. Cela fait 6 ans. C'est donc une situation dont nous avons hérité. Mais nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, cette guerre-là n'a pas commencé avec nous, c'est le FCC. Non, non, aujourd'hui, nous sommes tous au pouvoir et nous avons la responsabilité de mettre un terme à toutes ces choses. Pourquoi n'y arrive-t-on pas? Il y a des raisons sécuritaires, il y a des raisons militaires, il y a des raisons stratégiques qui peuvent être avancées, mais dont je ne peux pas venir parler à la télévision, vous comprendrez. Mais je crois quand même qu'à ce niveau-là,
Nous voyons ADF Nalou, nous voyons beaucoup de choses, mais au fond, ce ne sont pas les ADF Nalou qui nous créent le plus de problèmes, à nous, responsables politiques, à nous qui sommes à la tête du pays, à nous qui sommes aux affaires. Ceux qui nous causent le plus de problèmes, ce sont nos frères congolais qui se sont alliés avec ces ADF Nalou. Comment pouvez-vous imaginer qu'on a arrêté la personne qui produisait et donnait, délivrait des cartes d'électeurs à tous ces rebelles dès qu'il y avait des blocages, on faisait des contrôles d'identité. Tous ces rebelles avaient des cartes d'électeurs avec lesquelles ils circulaient dans la ville en plein jour. Ils se camouflaient à la nuit tombée et massacraient les gens et ressortaient comment avec des cartes d'électeurs. On arrête la personne qui délivrait ces cartes d'électeurs, un Congolais pure souche à 100%. C'est ça le vrai problème. Mais je voulais quand même relever un élément, M. Pascal. Vous avez parlé de la sécurité à l'Est en disant que peut-être que c'est pour ça que le chef de l'État a convoqué un mini-sommet. Oui, le mini-sommet convoqué par le chef de l'État aura pour finalité, je le pense, la mise en place des grandes lignes à suivre pour essayer d'endiguer et de juguler l'insécurité. Mais c'est quand même important sur le plan diplomatique. Hein. Oui, mais là, c'est lorsque vous vous mettez ensemble dans un mini-sommet pour parler de la sécurité dans la sous-région, c'est-à-dire que vous voulez peut-être que les services collaborent à travers des informations, vous voulez aussi que l'État voisin mette tout en œuvre pour éviter la porosité de ses frontières, faire en sorte que des éléments X ne quittent pas le Rwanda pour venir au Congo, ne quittent pas l'Ouganda ou l'Angola ou le Burundi pour venir malmener nos populations au niveau de la RDC et retraverser calmement et tout simplement. C'est plus dans ce sens-là. Mais je suis surpris que lorsque vous parlez d'insécurité, vous voyez directement l'Est. L'Est, c'est vrai, l'insécurité est endémique. Elle a atteint des c'est la partie qui inquiète plus. Oui, c'est la partie qui inquiète le plus. Mais moi, je vous le dis, je suis inquiet chaque fois que ma fille doit prendre un taxi jaune. Aujourd'hui, l'insécurité à Kinshasa, où on pille nos citoyens, on les malmène. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo sur Internet d'une jeune dame, parce que ces bandits, ces malfrats vont plus loin. Non seulement ils vous enlèvent et ils vous prennent tout ce que vous avez, mais j'ai vu aujourd'hui la vidéo d'une dame, pendant qu'elle est enlevée, les malfrats, les bandits commencent à la frapper et ils filment et ils publient. Ouais. Nous avons atteint des sommets. L'initiative a déjà commencé parce que je vu aussi depuis hier le contrôle des taxis, surtout à la partie est du pays. Nous estimons que ça va continuer pour qu'on trouve une solution à cette question. Mais là, c'est sur le plan de la sécurité, Daniel Monanteba. Il y a aussi sur le plan économique, avec des révélations comme quoi il y a un montant de 650 millions de dollars américains partagé dans le total de 50 sous-comptes. Et alors qu'on aurait dû loger cet argent dans un trésor, dans un compte trésor public. Et voilà, il y a des découvertes comme ça. Un actif pour vous? Je ne sais pas. Très franchement, je ne sais pas. Nous avons été habitués depuis un certain temps à recevoir des informations comme ça. 650 millions de dollars logés dans des sous-comptes. Paf, et ça crée le tollé. La première des choses qu'il faut se poser comme question. Ces sous-comptes sont des sous-comptes privés ou publics? Mais c'est bien entendu public ici, Daniel Monanteba. Donc c'est-à-dire des sous-comptes? Ah, les sous-comptes, donc supposés privés, parce que sinon, c'est en violation simplement de la loi, parce qu'on aurait dû avoir un compte public simplement. Mais non, si vous dites privé, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, si c'est de l'argent qui appartient à des privés. Mais quand vous parlez déjà de sous-compte, sous-compte, c'est-à-dire un compte en dessous du compte du trésor public. Nous avons appris ici qu'il y a le trésor public a des comptes aussi dans les banques commerciales. Ça peut être ces sous-comptes. À travers le procès, nous avions compris. Nous avons découvert ça. La vraie question est de savoir, est-ce illégal? Première question. Très franchement. L'existence même d'un sous-compte est-elle illégale? C'est la première question. Si oui, c'est clair. Cet argent retrouvé dans ces sous-comptes a été retrouvé dans des sous-comptes illégaux, donc automatiquement, on prend cet argent, on le remet dans le trésor public. On piste les responsables qui ont procédé à l'ouverture de ces comptes et à ceux qui ont la signature pour le retrait des fonds de ce compte. Là, c'est très simple. Mais si la simple création d'un sous-compte n'est pas illégale, en ce moment-là, pourquoi tout ce bruit? On devrait pouvoir faire du bruit dès lors qu'on découvrirait que l'argent logé dans ces différents sous-comptes prend parfois une destination inconnue.
Mais là, on nous dit qu'il y a 650 millions de dollars. Moi, ma première réaction a été celle de me dire, ah, après tout ce qu'on a vécu avec le Covid et la baisse, la chute de toutes les recettes de l'État, apprendre qu'il y a une manne comme ça de 650 millions, eh bien, la première des choses, je me dis, c'est un ouf pour le pays. Pourquoi on va s'en inquiéter? Au lieu de commencer à se distraire, à essayer de taper sur X, taper sur Y, essayer à tout prix de coller l'existence de ces sous-comptes-là, de ces 650 millions de dollars à X ou à Y, non pas dans le but de construire, mais dans le but d'attaquer et de détruire, moi je ne vais pas participer à ça. On nous informe aujourd'hui que la mobilisation des recettes dans nos frontières commence à augmenter depuis qu'on a déniché les exonérations. Il y a certains individus qui avaient autant d'exonérations et voilà aujourd'hui, ça permet à l'État de générer les recettes. Question des exogénérations, c'est une bonne chose aussi. Mais vous savez, vous m'avez posé la question tout à l'heure ici. Je vous ai dit que nous avons failli, nous, c'est-à-dire ceux qui sont en charge d'accompagner le chef de l'État, qui a déjà 2 ans au pouvoir bientôt, nous avons failli dans notre mission de donner une meilleure impulsion à son action. Mais tout ce que vous êtes en train de dire, votre attaque n'a pas été bonne. C'est 650 millions de recettes additionnelles auxquelles on n'avait pas pensé. 650 millions apparaissent. Les recettes des régies financières en pleine augmentation. Mais c'est-à-dire, tout cela est à mettre dans l'actif. Dans l'actif de qui? Votre actif, vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. Ah, l'actif de la coalition FCC Cash? Non. C'est à l'actif du chef de l'État qui a pris l'initiative de confier certaines tâches à l'IGF, de redonner ses lettres de noblesse à l'IGF. Cette même IGF qui, aujourd'hui, fait peur de plus en plus. Et c'est de ça que nous avions voulu. Que l'homme congolais, on le met quelque part pour gérer des deniers publics. Ce n'est pas leur argent. Ce n'est pas notre argent qu'on gère, c'est l'argent de l'État. Quand vous mettez quelque part pour gérer l'argent public, que vous sachiez quand même mettre la frontière entre votre poche et la poche de l'État. Je crois que c'est une très bonne chose et j'encourage les régies financières à faire encore mieux. Cette fois-ci, vous allez intervenir comme administrateur, même si vous n'aviez pas eu le mandat, mais vous êtes libre comme administrateur. Le gouvernement s'oppose aux ports illégaux. Je crois que c'est la joie pour l'ex-Onatra qui parlerait qu'ici à Matadi s'est plaint parce qu'il y a des individus qui ont des ports avec tous les avantages possibles, avec une concurrence déloyale. Mais lorsque le pouvoir central déjà prend une telle décision, s'opposer aux ports illégaux, mais au niveau de l'Onatra, comment vous avez réagi? Comment voulez-vous que la STTP, ex-Onatra, réagisse quand le gouvernement fait une déclaration qui va dans le sens du respect de la loi? Le gouvernement n'a rien fait d'extraordinaire. Le gouvernement n'a fait que faire respecter la loi. Parce que nous voulons tous vivre dorénavant dans un état de droit. Le gouvernement dit fermeture de tous les ports illégaux. Qu'est-ce qu'un port illégal? C'est un port qui fonctionne en toute illégalité. Qu'est-ce que l'illégalité? L'illégalité, c'est le contraire de la légalité. Qu'est-ce que la légalité? La légalité, c'est ce qui se fait selon la loi. Donc, dès que vous parlez de fermeture de tous les ports illégaux, le gouvernement veut dire en fait que dorénavant, nous allons fermer tous les ports qui ne respectent pas la loi. La vraie question, et ça c'est une nuance qu'il faut que les gens comprennent, lorsque le gouvernement dit fermeture de tous les ports illégaux, ça ne veut pas dire fermeture de tous les ports privés. C'est deux choses différentes. Mais à ce que je sache, c'est une mesure sanitaire qui a vraiment amené l'euphorie au niveau de la SCTP, parce que la SCTP a, pendant des dizaines d'années, subi le diktat politique quant à son fonctionnement. Mais au-delà de tout, je tiens à lancer un appel pathétique au gouvernement. C'est bien beau de fermer, parce que là, c'est une mesure qui a décidé qu'il fallait fermer. Les ports illégaux ne sont pas encore fermés. Il faudrait que j'adresse un message pathétique au chef de l'État, au Premier ministre et aux membres du gouvernement qui sont en charge de l'exécution de cette décision, de le faire au plus vite. Parce que nous ne voulons pas d'effet d'annonce. La SCTP ne veut pas d'effet d'annonce. Elle veut voir se réaliser la volonté et la décision du gouvernement. Pour finir sur cette question, nous devons savoir
qu'à mon sens, le gouvernement doit savoir. Fermeture des ports illégaux, c'est une bouffée d'oxygène incroyable pour le Natra. Mais cela ne suffit pas. On peut fermer tous les ports illégaux, mais si l'ONATRA continue à œuvrer et à évoluer avec l'outil actuel d'exploitation, c'est la question que j'allais me vous nous poser. n'allons pas changer les choses. Parce qu'on a commencé à l'appeler canard boiteux. Bon, et même quand vous regardez le personnel, vous vous interrogez, est-ce qu'aujourd'hui il y a possibilité de relancer cette société? La société qui faisait la fierté du pays au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique en général. Est-ce qu'aujourd'hui il y a possibilité de relancer l'ONATRA et revenir à son état initial où on pouvait se déplacer facilement avec les outils de l'ONATRA? Mais je vous dis, lorsque j'entends les gens parler de la SCTP, ex-ONATRA, comme d'un canard boiteux, je tombe des nues. Ah, comment ça? On a parlé de l'ex-ONATRA. Et vous n'avez plus de rails, vous n'avez plus de rails, vous n'avez plus de traits viables, vous n'avez... Oui, mais on a parlé, ça fait plus de 20 ans qu'on parle de cette société comme d'un canard boiteux. Mais pendant 20 ans, personne n'a pris ne fût-ce qu'un morceau de bambou avec une ficelle pour essayer de faire marcher correctement le canard. Tous ceux qui venaient n'avaient qu'une seule vision. Je ne vais pas attaquer mes prédécesseurs, je ne suis pas là pour leur faire un procès, mais une chose est sûre, depuis que je suis là, j'ai constaté que les vrais tueurs de l'ONATRA ne sont pas à chercher très loin. Ils sont à chercher, premièrement, dans les fils maisons de l'ONATRA. Deuxièmement, ils sont à chercher dans les autorités, les différents ministres et gouvernements qui ont été chargés d'aider l'ONATRA à se développer. Aujourd'hui, il y a le ministre Kouete, Clément, qui semble, à mon sens, avoir une vision claire de ce qu'il veut, qui a donné déjà des pistes de solutions. Nous avons exploité nous sommes en train d'exploiter ces pistes de solutions, mais à un certain moment, nous sommes bloqués parce qu'aujourd'hui, nous lançons un appel à l'État, ce n'est pas par assistanat. La SCTP n'a pas besoin de l'assistanat de l'État. La SCTP a besoin que l'État paye ses créances vis-à-vis de la SCTP. Et ces créances s'élèvent à plus de 400 millions de dollars. Or, si l'État aujourd'hui, l'État responsable, État mobilité, comme on le voyait dans le passé, si l'État met la main à la poche, la SCTP se redressera et sera même un des plus grands pourvoyeurs de recettes de la République. Alors, parce qu'on parle des ports, on parle de l'ex-ONATRA, mais on nous apprend aussi qu'il y a des conteneurs, beaucoup de conteneurs qui sont arrivés sur le port Lobito. Bon, je ne sais pas si à Matadi ou ailleurs c'est encore arrivé. Bon, moi, à Lobito, il y a un bon nombre de conteneurs contenant les maisons préfabriquées qui ont fait l'objet d'ailleurs d'un procès ici, pas très longtemps. Et nous pensions qu'on a... Les maisons n'ont pas été achetées, ça n'existait pas, mais curieusement, ces maisons sont arrivées. Alors, lorsque vous aviez appris l'information, Daniel Monanteba, vous aviez eu quelle première réaction? Une réaction de désabusé. Parce que moi, je sais la vérité. Et c'est une vérité que je connais depuis le début. Ça peut influer sur le procès. Je sais. Si réellement... Non, attendez. Je ne suis pas sûr. Au jour d'aujourd'hui, je me pose mille et une questions. Je ne suis plus sûr de rien. Parce qu'on dit un nouveau lot de conteneurs, de maisons préfabriquées, arrivé à Lobito. Un nouveau lot. Il y avait un ancien lot qui est arrivé. Depuis le procès, M. Jamal n'avait demandé qu'une chose, que le tribunal se déporte sur les lieux, c'est-à-dire au port de Matadi, de Boma, à Lobito, à Dar Salam et consorts, et à Lubumbashi, ainsi qu'à Kananga, constater l'existence de ces conteneurs et de ces maisons préfabriquées. C'est une demande légitime, parce qu'il s'agissait quand même de la vie de plusieurs hommes qui ont été condamnés à des peines maximales, contre tout entendement et contre, à notre grand étonnement. Le tribunal n'a pas jugé, le tribunal, c'est-à-dire l'État congolais, n'a pas jugé utile de vérifier l'existence de ces conteneurs et de ces maisons pour lesquels il a dépensé autant d'argent. Aujourd'hui, on parle de nouveaux conteneurs arrivés à Lobito. Dans mon cœur, je me dis, vous savez, fin des fins, Dieu confond toujours les injustes. Mais je me dis, bon, voyons voir ce que la justice en décidera. Voilà. On va voir ce que la justice va décider, parce qu'on parle de justice. L'autre question de la justice, Daniel Monanteba, c'est le rapatriement de celui qui a été soupçonné de l'assassinat de Floribert Chebeya et Bazana, le beau-frère de Chebeya, qui était son chauffeur.
depuis 2010. Donc 10 ans après pratiquement. Et finalement, les gens se disent, peut-être que cette fois-ci, c'est bien parti pour un bon procès, parce que Paul Milambwe, depuis Sénégal, il ne cessait de donner ses révélations. Il avait peur de revenir au Congo, participer au procès, parce qu'il n'avait pas confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est bien parti pour avoir un bon procès? En toute logique, la vraie question de savoir pourquoi il a été arrêté. Le major... Christian Ngoyi. Christian Ngoyi. Christian Ngoyi. Il faut déjà, M. Pascal, ôter de la tête des gens des idées préfabriquées. Le major Christian Ngoyi n'a pas été arrêté. Des idées préfabriquées. Mais parce que nous sommes dans le domaine du préfabriqué en toute chose. Le major Christian Ngoyi, je ne pense pas qu'il ait été arrêté à cause du dossier Tchébéa. Il a été arrêté par rapport à l'insécurité au Katanga, dans le Haut-Katanga. Et il est soupçonné de faire partie des personnes qui entretiennent cette sécurité. La vraie question de savoir, aujourd'hui qu'on l'a arrêté pour ces questions-là, qu'adviendra-t-il de son intervention dans le procès de Tchébéa? Me poser la question de savoir s'il peut y avoir un bon procès. Je ne sais pas vous répondre dans la mesure où je ne suis ni devin ni prophète. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que j'espère qu'il y aura réouverture de ce procès-là. Et c'est après la réouverture de ce procès-là qu'il faudra réfléchir sur les moyens de faire revenir Paul Milambwe. Quoique moi je pense que de là où il est, M. Milambwe, au Sénégal, de là où il a déjà compris quand même que nous avons changé de chauffeur à la tête du pays. Nous avons changé de président à la tête du pays. Les méthodes du passé n'ont pas totalement disparu, mais une grande partie a disparu. L'époque où on réglait des comptes en assassinant, en vous logeant une balle dans la tête devant chez le portail de votre maison est révolue. L'insécurité continue à exister. Il y a des crimes, on n'y mettra pas fin d'un coup de baguette magique. Mais je pense que M. Paul Milambwe, s'il est vraiment sincère, devrait écrire officiellement au ministère de l'Intérieur pour demander une protection spéciale à son arrivée ici. Elle lui sera donnée. Voilà, on tend vers la fin. Daniel Monanté, cette fois-ci, vous allez intervenir totalement comme responsable d'un parti politique, le Parti Socialiste, dont vous êtes premier secrétaire national. C'est un rapport avec le forum, nos débats sur le forum sur les réformes de la Commission électorale nationale indépendante. Bon, vous êtes un parti politique, vous avez l'expérience, en bonne ou en mauvaise, dans la façon dont nous avons organisé des débats dans le passé. Le débat engagé sur la CENI, est-ce qu'il est intéressant pour le Parti socialiste pour qu'on parle de réforme au niveau de la Commission électorale nationale indépendante? Le débat est obligatoire. Pas le débat, la réflexion est obligatoire. Nous devons réfléchir sur le comment du pourquoi. Mais la vraie problématique de cette réflexion réside où? Elle réside en quoi? Elle réside dans le fait qu'aujourd'hui, la motivation première de cette réflexion n'est pas indubitablement le bon fonctionnement de la CENI. Ah bon? Du moins dans le chef de ceux qui s'opposent déjà à travers cette thématique. Ça donne l'impression qu'en fait chacun veut avoir le contrôle de la CENI. Et ce n'est pas une bonne chose. Je crois qu'il faut qu'on puisse se regarder dans les yeux, se mettre au-dessus de tout cela, mais le vrai problème ne réside même pas à la CENI ou à son animateur. Le vrai problème réside dans le manque de confiance totale. Mais alors comment comprendre? Parce que politique. D'un côté, il y a certains qui sont d'accord pour qu'on réfléchisse. De l'autre, les autres refusent. Bon, substantiellement, je vais citer. D'un côté, vous, les CAJ et le FCC, vous refusez de participer, de réfléchir sur la CENI, sur les réformes. De l'autre côté, c'est pratiquement le reste des Congolais, l'opposition et le reste de la société civile. Pourquoi le refus alors que nous avons une mauvaise expérience en 2006, 2011 et 2018? Faux. Que ce soit le CAJ ou le FCC, personne d'entre nous refuse qu'on réfléchisse là-dessus. Vous estimez qu'il faut ramener le débat dans les institutions? Oui, mais c'est ce que je dis. Personne ne refuse qu'on réfléchisse là-dessus. Ce qui nous oppose et qui nous fait diverger,
C'est l'approche. Non seulement l'approche, mais surtout le cadre dans lequel doit se Mais faire le cadre, si vous voulez le cette cadre réflexion. par exemple de l'Assemblée nationale, mais c'est défavorable pour vous parce que vous n'êtes pas majoritaire. Même si vous faites partie de la majorité à l'Assemblée nationale, mais nous savons qui va tirer les ficelles. Non, ce n'est pas, il n'est pas question de ça. Je crois que, M. Pascal, excusez-moi, mais se limiter à réfléchir de la sorte équivaudrait à mettre de l'eau au moulin de ceux, justement, qui veulent passer en force. Alors, ça Pour se une ferait raison ou comment? pour une Dans autre. quelle institution si ce n'est pas Le vrai problème, c'est lequel? Avant qu'on ne puisse sortir du cadre des institutions. Mais il faudrait déjà qu'il y ait un premier débat qui soit lancé au sein des institutions. Ne fût-ce que la réflexion, parce qu'elle n'est pas interdite. On ne veut plus que les gens réfléchissent dans ce pays, et c'est ça le drame. Première étape, c'est réfléchir au sein des institutions. Et ensuite, s'il y a un cadre, une approche qui doit être trouvée, qu'elle soit circonscrite dans les limites de la loi. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction, vous le cache? D'un côté, lorsqu'on est passé par l'Assemblée nationale avec l'entérinement de Rossard Malonda, vous avez refusé. Mais curieusement, vous voulez encore repartir à l'Assemblée nationale, bon, finalement pour résoudre quel problème? Ah, on termine l'émission par là d'ailleurs. Le CAS avait refusé. Mais le président de la République a refusé l'entérinement de Malonda et pourtant... Mais là, ne parlez pas du cash. Ouais. C'est le cash et le reste de la République démocratique du Congo face au FCC, seul qui tenait à tout prix à avoir entériné Malonda. Je reviens à ce que je vous ai dit. Le problème, ce n'est plus de savoir comment faire en sorte pour que les meilleures élections possibles se passent. Là maintenant, dans plusieurs camps, la question se pose de savoir comment allons-nous pouvoir faire pour que les prochaines élections se passent à notre avantage. Certains sont dans la logique de la conservation du pouvoir, d'autres dans la logique de la reconquête du pouvoir, d'autres encore dans la simple logique de la conquête du pouvoir. Tout le monde sait ce qu'il veut, c'est-à-dire arriver au pouvoir. Mais personne ne veut réfléchir sur le comment y arriver sans enfreindre la loi. Merci, on est à la fin. Alors, comment va votre parti politique, le Parti socialiste va très bien. Et dans les jours à venir, vous allez vous en rendre compte. Nous finissons l'implantation et puis bon, c'est très difficile. Hein. Vous savez, comme je l'ai dit, au Parti socialiste, nous n'avons jamais tété goulûment aux mamelles de l'État en termes de détournement et consorts. Nous nous battons avec les moyens du bord. Vous envisagez 2023 déjà? Bien sûr, mais nous ne faisons pas de 2023 une finalité. Ah, mais c'est les élections qui seront organisées. Non, 2023, c'est une destination. Mais ce n'est pas un moyen. La réflexion aujourd'hui, on doit cesser déjà de se projeter en 2023. Parce que nous le constatons dans le chef de beaucoup de partis politiques qui se focalisent sur une seule chose, 2023, et on en oublie même que jusqu'en 2023, nous avons la responsabilité de gérer la République. Nous espérons que prochainement, nous aurons Daniel Monanteba avec son équipe d'Orière, les membres de son parti politique. Et comme ça, on organisera un autre numéro d'émission avec lui. Alors, nous sommes à la fin de l'émission que nous avons reçue pour vous aujourd'hui. Daniel Monanteba, premier secrétaire du Parti socialiste, parti allié à l'UNC, membre du CASH, il est administrateur à l'ONATRA, et voilà, avec lui on a échangé sur quelques questions. Nous pensons que vous avez apprécié ce point de vue, nous disons simplement merci, en respectant bien entendu les temps de rediffusion. La première rediffusion, vous l'aurez à 22h30, demain déjà matin à 7h30, vous aurez la rediffusion, 10h30, vous aurez la rediffusion, et 17h, vous aurez la rediffusion. Vous n'aurez aucune raison de dire que vous n'aviez pas suivi l'émission. Et cela chaque jour. Votre acteur passera demain. Nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine, mais on n'oublie pas de dire tout cool. Cela pour un peu provoquer les acteurs politiques. Au revoir et à la prochaine.